Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmine Apchi, chasseuse de tête chez Fed Legal, et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette reprise du podcast L'Entrepreneur du droit, l'EDD by Fed Legal. Je suis Audrey Deliris et j'ai la grande joie de recevoir pour mon premier invité Yann Debonte, directeur de Fed Legal et associé du groupe Fed. Yann, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Audrey, très bien, et toi ? Eh ben écoute, très bien, ravi de te recevoir. Et ravi d'être là. Ouais. Alors, en fait, c'est un peu particulier parce qu'avec Yann, on travaille ensemble depuis plus de 11 ans. Donc, on se connaît un petit peu quand même. On a grandi en partie professionnellement ensemble. Et c'est un projet un peu particulier aujourd'hui de te recevoir et j'en suis plus que ravie. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Avec grand plaisir. Déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Oui. Non, mais tout d'abord, moi, je suis très heureux de participer à ce podcast. J'espère que ce que j'ai à dire intéressera nos auditeurs et t'intéressera à toi, Audrey, également. J'en suis certaine. Donc, me présenter. Alors, donc, je suis Yann Debonte, comme tu l'as dit, directeur de Fed Legal et associé du groupe Fed. Alors, pour revenir un petit peu à mes débuts pré-professionnels, moi, je suis né à Bordeaux, parisien depuis tout petit. Je suis arrivé ici, j'avais 1 an. J'ai eu une vie pré-professionnelle assez sportive parce que j'ai fait du sport de haut niveau pendant mes jeunes années. Ça a assez marqué mon état d'esprit, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais en tout cas, ça a été assez important pour moi. J'ai fait de l'athlétisme à haut niveau jusqu'à mes 21 ans. Après ça, j'ai effectué des études de droit pendant 5 ans. J'ai exercé un petit peu dans cette profession en tant que juriste. Bon, c'était clairement pas mon délire, comme on dit. Donc, j'ai rapidement changé mon fusil d'épaule. J'ai fait quelques rencontres dans le recrutement qui m'ont mis le pied à l'étrier et qui m'ont fait aimer ce métier. Et donc, je fais ce métier maintenant depuis 14 ans. Et depuis donc 11 ans au sein du groupe Fed, où j'ai monté l'activité donc de recrutement juridique et fiscal avec la marque donc Fed Legal que tu connais très bien. Donc, je suis arrivé moi le 4 janvier 2010 exactement. À une époque où le groupe Fed évoluait sur des métiers tout différents, enfin des métiers financiers en l'occurrence. Donc l'idée c'était vraiment de créer une nouvelle pratique sur le juridique et le fiscal, de travailler auprès des cabinets d'avocats, des directions juridiques et des directions fiscales, et des études de notaire depuis récemment. Donc voilà, aujourd'hui je dirige une équipe d'une petite dizaine de personnes à Paris. Je suis donc associé du groupe, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui est devenu un groupe de 350 salariés aujourd'hui. Voilà, entreprise indépendante, française, c'est important pour moi de le préciser aussi. Voilà, mon parcours. Merci Yann. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pour toi, c'est quoi un entrepreneur ? Alors, déjà en intro, je me considère pas tellement moi-même comme un entrepreneur, donc je suis pas très à l'aise. Bon, je suis venu parce que c'était toi. Ah mais, merci Yann. Mais non, mais pour moi c'est un terme fort. Je me considère pas au sens pur comme un entrepreneur. Et je trouve que c'est un terme qui est parfois un peu galvaudé dans ce qu'on entend au jour le jour. Si je devais définir un peu précisément ça, je dirais qu'il y a plusieurs composantes. Pour moi, la première, c'est le risque. C'est ce fameux choix de carrière qui fait que on ne voit pas son métier comme une manière de gagner sa vie, mais vraiment comme une fin en soi. Et ce risque entrepreneurial, je l'ai pas pris en l'occurrence, on l'a pris pour moi et des entrepreneurs m'ont fait confiance. Donc voilà, pour moi c'est quand même la composante principale de ce terme. La première, la seconde composante, je dirais que c'est bon, et celle-là, je pense que je l'ai pour le coup, mais c'est la foi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait sans doute parfois des choix un peu déraisonnés, irraisonnables, en tout cas pas forcément guidés par la raison, mais par quelque chose qui est assez profond en lui. Voilà, une croyance, hein, vraiment, c'est la foi presque religieuse en un projet. Ça, je crois que ça définit, je pense que ça définit à peu près tous les entrepreneurs. Il faut y croire en fait. Ouais. Il faut y croire, ouais, et y croire devant, face à vents et marées, j'ai envie de dire, face à des gens qui n'y croient pas, face à peut-être à un business plan qui peut paraître pas raisonnable à certaines personnes. Voilà, faut y croire face à des gens qui n'y croient pas souvent. Ça, je trouve que ça définit bien les choses. Ensuite, il y a le mode de vie. Un entrepreneur, pour moi, c'est pas un homme d'affaires, c'est pas juste un dirigeant d'entreprise.
Et donc en cela, c'est souvent, enfin de ce que je peux voir, parce que j'en croise dans mon métier pour le coup, des fondateurs de cabinets d'avocats, en l'occurrence pour moi, les entrepreneurs que je croise, c'est des gens qui ont des vies, qui ont une vie justement, c'est-à-dire que la vie professionnelle et la vie personnelle est très imbriquée. Alors c'est pas facile, mais je crois beaucoup à ça, moi. Le côté, j'ai ma vie pro d'un côté, j'ai ma vie perso de l'autre. Je crois qu'un entrepreneur, en fait, il a une vision plus globale de ça. Il a une vie et c'est tout, point à la ligne. Et c'est intéressant, d'autant qu'en ce moment, il y a des gros sujets sur justement la volonté de partager et d'un côté la vie pro et d'un côté la vie perso, avec tous ces sujets de télétravail. Donc c'est vraiment un point, je pense, d'autant plus important. Donc quand on est entrepreneur, a priori, quand on rentre chez soi, on ne laisse pas son travail au travail, justement. Alors, je dis pas que tous les entrepreneurs sont complètement déséquilibrés, hein. Au contraire, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu de mal dans la distinction qu'on fait entre vie pro et vie perso, parce que la perso, et je pense que la tienne comme la mienne, a un impact fort sur la pro. Elle fait aussi grandir, elle fait prendre conscience de certaines choses, et la pro peut faire grandir dans la perso aussi, je crois. Alors le management, c'est pas, le management de collaborateurs, c'est pas l'éducation des enfants, c'est pas la même chose, mais il y a des ponts en fait entre tout ça. Et moi, je crois beaucoup aux ponts. Et je pense que les entrepreneurs, ils ont un mode de fonctionnement, en tout cas ceux que j'ai pu connaître, hein, ils ont ce mode de fonctionnement-là. Et encore une fois, c'est pas un déséquilibre, hein, mais c'est une vision globale de leur vie, voilà, qui est pas distincte. Et puis dernière composante peut-être, alors ça va un peu avec la seconde, avec la foi, mais je pense qu'un entrepreneur, ça prend des décisions non complètement bordées. C'est-à-dire que ça doit avoir une capacité particulière à prendre des décisions rapides sans avoir tous les tenants et les aboutissants qui mènent normalement à une décision. Donc ça rejoint un peu la foi, parce que quand on raisonne, normalement, on a envie d'avoir tous les tenants et les aboutissants, on a envie de prendre des décisions complètement éclairées. Et je pense qu'un entrepreneur, parfois il y va, parce qu'il y croit, et sans, encore une fois, devoir tout border. Ça, je pense que c'est aussi important. Voilà. Ok. Et toi, donc tu nous disais que tu te considères pas comme entrepreneur, donc merci quand même d'avoir accepté d'être interviewé durant ce podcast. Et chose intéressante que tu disais, c'est que toi-même tu n'as pas pris les risques en fait au départ, et pourtant on peut, à ton avis, être entrepreneur tout en étant salarié, ou en tout cas faire partie d'un projet de société qui n'est pas le tien à la base. Au sens pur, je dirais non, mais bon, un peu par humilité, voilà, quand je me présente, je dis pas aux autres que je suis entrepreneur. Après, dans le fond, on peut être entreprenant, on peut avoir toutes ces composantes. Voilà, moi, la foi, je pense que je l'ai eu et que je l'ai encore. Le mode de vie, je t'ai donné mon point de vue, donc par définition, c'est celui pour lequel j'ai opté. La capacité à prendre des décisions sans que tout soit bordé, sans doute un peu, mais je suis pas complètement comme ça. Peut-être un peu plus sécure par rapport à ça. Donc voilà, je coche des cases, mais pas toutes. Et la plus importante, je pense que c'est quand même le risque. Voilà. Après, on en reparlera tout à l'heure, mais oui, j'en ai pris des risques, mais pas le risque entrepreneurial pur. Après, pour répondre tout à fait à ta question, oui, je pense qu'il y a des mindsets plus ou moins entrepreneuriaux, et qu'on peut être salarié et vivre sa vie professionnelle de manière entrepreneuriale. Oui, je pense que c'est possible. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans mon métier aujourd'hui. C'est ce qu'on m'a laissé faire aussi. Donc, c'est aussi une chance d'avoir pu évoluer comme ça. Mais si je suis encore là aujourd'hui chez Fed, c'est parce que j'ai pu avoir cette vie-là, qu'on pourrait qualifier d'entrepreneurial, peut-être, oui. Oui, c'est un état d'esprit aussi, une façon de voir les choses, sans forcément avoir le statut de fondateur d'entreprise à la base. Exactement. Et justement, donc aujourd'hui, tu es donc directeur de Fed Légal, associé au sein du groupe Fed. Quel a été le chemin en fait pour arriver à ces fonctions-là? Et comme tu nous l'as dit, tu as été sportif au départ, tu l'es toujours aussi. C'était quoi l'idée de départ, ton projet premier, en tout cas dans le recrutement? Voilà, quand t'es arrivé, que t'as rejoint Fed, c'était quoi? Le choix de base n'a pas été si simple. Moi, j'ai évolué dans le recrutement, donc j'avais travaillé pendant 2 ans et demi avant d'arriver chez Fed. Je me considérais à l'époque plutôt bien loti, plutôt bien rémunéré, en train de construire ma carrière professionnelle gentiment. Donc quand j'ai rencontré Julien Verspieren et Alexandre Tamagno, qui étaient donc les 2 cofondateurs du groupe Fed, ça n'a pas été naturel tout de suite.
Bon, l'idée c'était de rejoindre un groupe. Alors bon, c'était que 70 personnes, ça peut paraître rien du tout aujourd'hui, surtout qu'on est 350, mais même 350 c'est pas non plus monstrueux. Mais moi j'étais dans un cabinet de 5 personnes, donc j'avais une petite crainte par rapport à un fonctionnement très différent. Bon, une petite crainte aussi clairement de monter un business tout seul à 26 ans, c'était quand même pas si évident. Et puis financièrement, on va dire que c'était quand même entrepreneurial comme proposition, on va dire. Donc voilà, il fallait prendre son risque aussi, qui était encore une fois pas un risque démesuré, mais qui est pour quelqu'un de 26 ans, bon, un petit risque quand même. Voilà, donc en fait, au bout d'un moment, ça s'est fait. Preuve en est. Moi, ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est vraiment les gens. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour les 2 personnes que j'ai rencontrées. L'impression qu'il y avait une confiance en moi. Voilà, moi dans le fond, je suis un affectif, donc c'est hyper important pour moi d'avoir cette confiance-là. Et je pense qu'après, les gens qui me font confiance ne le regrettent pas. Enfin, ça, il faudra faire un podcast avec Alexandre pour voir ce qu'il te dirait. Mais voilà, j'ai une grosse force de travail et quand je suis dans de bonnes conditions, je sais que je peux faire beaucoup de choses. Donc voilà, la difficulté, ça a été vraiment le choix du début. Ensuite, l'ambition, ta question, c'est sur l'ambition que j'avais à la base. Quand je suis arrivé, je dirais pas que j'avais une ambition particulière. Encore une fois, ça a été d'abord faire ce choix de rejoindre Fed, de prendre un peu mes marques, de te recruter assez rapidement, parce que tu étais quasiment une baby Fed. Tu es arrivé 9 mois après moi. Oui. Donc Romain est arrivé 13 mois après moi. Je dirais que là, donc courant 2011, ça s'est un peu plus matérialisé. J'avais pris mes marques, j'avais 2 collaborateurs pas trop mauvais. Et je me suis dit, et puis j'appréhendais aussi un marché plus globalement. Dans mon expérience précédente, je travaillais que pour des cabinets. Là, on avait intégré aussi le développement de la partie entreprise. Donc je pense qu'à ce moment-là, j'appréhendais mieux mon marché et j'ai perçu qu'on pouvait quand même apporter quelque chose et qu'il y avait une place pour un nouvel acteur dans ce marché-là. En l'occurrence, pour un leader, parce que quand je fais les choses, c'est pas pour être troisième. Donc voilà, je dirais que courant 2011, ça s'est matérialisé. Après, l'ambition a été toute simple, c'était d'être le numéro 1 du recrutement juridique et fiscal en France, ce que je crois on est parvenu à faire. Donc voilà, c'est là que ça s'est matérialisé, au bout d'une grosse année, on va dire. Et c'est vrai que je repense au début, et quand on a préparé le podcast, on a un petit peu parlé de ça. C'est vrai qu'au départ, et c'est la notion de travail qui est très très importante, tu nous as insufflé ça, Romain et moi, où tu nous as connus très jeunes, on t'a connus aussi très jeunes aussi, et tu disais que on avait mangé Fed Legal matin, midi et soir, et je pense que dans cette notion entrepreneuriale, il y a aussi le fait de manger du coup du travail comme ça de matin jusqu'au soir et de pas faire la distraction forcément avec sa vie perso, et tout est entremêlé du coup. J'ai l'impression qu'on a été comme ça. Bon, on est encore un peu comme ça, je crois. On a échangé quelques mails hier soir, il me semblait qu'il était un peu plus que 18h. Oui, après encore une fois, moi je veux pas faire penser aux autres que c'est bien de bosser jusqu'à 23h et qu'il y a que ça dans la vie et qu'un bon consultant c'est forcément quelqu'un qui fait ça. Il y a plein de modèles différents et chacun met l'ambition où il a envie de la mettre. Moi, la mienne, ça a été ça. Je pense pas avoir les dons qui raillent le parquet non plus. C'est une ambition assez saine. Je crois qu'après tu vas me poser quelques questions sur les éventuels sacrifices ou voilà. Moi, j'ai jamais vécu ça comme ça. C'est le passé de sportif. Voilà, moi quand je me suis entraîné à l'époque, c'était pour gagner des courses. C'est pas plus compliqué. Donc, quand j'ai monté Fed Legal, c'était pour gagner des courses aussi, on va dire. Donc, voilà, c'est assez sain et assez simple. Après, autour de moi, j'ai des gens qui travaillent un peu moins, j'ai des gens qui travaillent un peu plus, j'ai des gens qui changent un peu de mode de travail par rapport à ce qu'ils vivent justement dans leur vie personnelle. J'ai pas de problème avec ça, mais c'est vrai que tous les trois au début, ça j'ai l'impression que ça dépotait bien, ouais. Oui, je confirme. C'est vrai que là, tu nous as parlé des qualités clés pour être entrepreneur
selon toi? Savoir un but précis, c'est savoir où aller. C'est quand même mieux quand on a envie de réussir. Donc toi, être leader du recrutement dans le juridique et le fiscal en France, travailler beaucoup. C'est sûr que sans travail, c'est compliqué. Et être bien entouré. Et ça, c'est quelque chose que j'espère qu'on t'a bien entouré jusqu'à présent en tout cas. Mais en tout cas, c'est vrai que on imagine entrepreneur, enfin beaucoup peut-être imaginent entrepreneur tout seul avec son petit projet, son envie de réussir. Mais ce que tu dis est vraiment important, c'est que il y a le côté collectif aussi qui n'est pas négligeable en fait quand on est entrepreneur, d'après ce que tu dis. C'est d'être bien entouré pour aller ensemble atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Hein. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, dans les composantes de l'entrepreneur, on peut rajouter ça. Il y a des gens qui aiment travailler seuls. Et je pense que dans le fond, un entrepreneur, c'est forcément quelqu'un qui va vers une aventure collective. Et j'ai un jour une cliente qui s'appelle Raphaël Dornano, pour ne pas la citer, qui m'avait fait cette distinction. J'avais trouvé ça assez pertinent comme réflexion. Elle me faisait un retour sur un candidat. Elle me disait, mais tu sais Yann, ça c'est quelqu'un qui a monté son cabinet pour travailler tout seul. Mais c'est pas ça forcément un entrepreneur. Et je pense que c'est très vrai. Et c'est pas une critique pour les gens qui veulent travailler seuls, hein, mais l'entrepreneur, c'est pas juste je suis libre, je suis tout seul et personne me fait chier. C'est je suis libre, oui, éventuellement, mais j'ai envie de construire quelque chose avec d'autres personnes, de transmettre une exigence, de transmettre ma foi. Et je pense que voilà, moi je le définirais comme ça. Donc c'est peut-être une autre composante, l'envie de créer collectivement. Je pense que c'est important. Et donc pour répondre à ta question, oui, je crois que je me suis pas trop mal entouré. Et ça a fait grandement la réussite de Fed Legal. Enfin, tout seul, Fed Legal ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui, ça c'est certain. Et je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors je dois être un patron parfois chiant, mais j'ai quand même très vite délégué, très vite responsabilisé. Voilà. Alors ça n'empêche pas d'être très exigeant, d'attendre des résultats, mais j'ai toujours vécu ça comme ça. Et je crois pas prendre plus de lumière qu'il n'en faut. C'est pas trop mon caractère, donc pareil, je suis plutôt dans le partage là-dedans et je trouve que c'est ça qui est sympa. Je confirme. Je pointais du doigt le collectif parce que c'est vrai que la façon dont tu expliques les choses, c'est allez, venez, on va tous réussir ensemble en fait. Et c'est vrai que c'est une bonne définition à mon sens aussi de l'entrepreneuriat. Donc. Exactement. Partage. Tu parlais tout à l'heure d'éventuels sacrifices et c'est vrai que beaucoup pensent que quand on est entrepreneur, on doit sacrifier des choses dans sa vie. Et tu avais l'air de dire que toi, ça n'a pas été ton cas en tant que entrepreneur ou entreprenant dans ton domaine, du coup. Non, vraiment, non, alors ma vie personnelle, tout à l'heure quand je me suis présenté, j'ai oublié mes deux petites filles, hein, mais j'ai deux filles qui ont 9 et 7 ans aujourd'hui, donc qui sont nées peu de temps après mon arrivée chez Fed, hein, finalement, enfin 2 ans et 4 ans après. Faudra les interviewer aussi, hein, mais j'ai l'impression que j'ai quand même toujours été très présent pour elles. Donc ça, je l'ai pas sacrifié, c'est sûr. Non, honnêtement, j'ai jamais vécu ça comme ça. Et de la même manière, je refais un parallèle sportif. Tu sais que j'aime bien ça. Quand je courais à l'époque, s'entraîner 2 fois par jour, ça prend un peu de temps. Hein. Donc oui, je suis moins sorti que les autres entre 15 et 20 ans, mais j'ai zéro regret en fait. La vie, c'est des choix. Et à l'époque, il n'y avait pas photo pour moi. Et pour Fed Legal, il n'y avait pas photo non plus. Voilà, j'avais une ambition, j'ai mis les moyens en face et c'est normal. Et j'ai envie de dire que pour faire le pont vie pro, vie perso, mes enfants, mes filles avec qui je discute beaucoup, même si elles n'ont que 9 et 7 ans, elles voient ça et en fait ça me plaît de transmettre ça aussi. Un résultat, ça vient par le travail, ça vient par l'exigence. Je pense qu'elles ont bien ça en tête et ça me fait plutôt plaisir d'avoir transmis ça déjà à mes enfants. Et par rapport aux difficultés que tu as pu connaître au début de ta carrière et que tu peux peut-être encore connaître d'ailleurs, c'est quoi ? Enfin, quelles sont-elles ces difficultés ? Aucune, bien sûr. Comme dans beaucoup de métiers, j'ai pas connu des difficultés extrêmes. Hein. Pour être très honnête, je pourrais pas te citer quelque chose de très précis, mais le plus difficile, c'est l'humain. Savoir accorder les personnalités dans une équipe, savoir faire grandir les gens,
être exigeant, mais pas mettre le curseur de manière trop forte. Voilà, gérer. Alors les égos, c'est pas le terme que je voulais utiliser, mais gérer les persos, gérer les humeurs, gérer les moments de vie. C'est vraiment le plus dur. Je dirais pas que c'est des difficultés quotidiennes, parce que globalement, j'ai pas l'impression d'avoir énormément de difficultés managériales, mais c'est des questions que je me pose souvent. Donc c'est des interrogations, des doutes, plus que vraiment des difficultés. Mais autant j'ai des certitudes business, des certitudes positionnement, des certitudes discours client, vision de marché, ou tout. Voilà, là-dessus je pense que je suis assez au clair. Le management c'est pas blanc ou noir. Donc c'est là que se posent le plus de questions et c'est là où on fait face au plus de doutes, je pense. Et c'est important de douter. Je pense que tout à l'heure, je disais, un entrepreneur, ça doit prendre des décisions. C'est sûr. Mais le doute, il doit être là aussi. Je pense que c'est important. Alors, faut pas se poser des questions toutes les 3 minutes non plus, mais la décision rapide, elle n'empêche pas le doute. Voilà, pour résumer ce que je veux dire. Et si on se positionne là en 2010-2011, le jeune Yann de Bonte, 26 ans, entouré, 27 ans, non 26, oui, entouré de ses 2 collaborateurs, Romain et Audrey, du coup, il se passe quoi dans sa tête? Là, tu te dis, en fait, je vais être leader du recrutement et je veux qu'on soit leader du recrutement juridique en France. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? En 2011, alors je suis de mai 83, donc j'allais vers mes 28, début 2011. Oui, franchement, je pense que là, vraiment, ça s'est matérialisé. Je me souviens d'une discussion avec Julien Verspieren, qui était donc un des 2 cofondateurs de FED, qui m'avait demandé, je crois que tu t'en souviens, parce que je te l'avais dit aussi, qui m'avait dit, bon, ça marchait déjà très bien, hein. Bon, tu penses, Yann, vous pouvez être combien chez Fed Legal et vous pouvez faire combien de marge par an? Et je lui avais dit, je pense... alors, je vais pas donner le chiffre de marge, parce qu'on n'aime pas trop communiquer là-dessus, mais je lui avais dit, je pense qu'on peut être 7. Bon, finalement, on a déjà été 14, on n'est pas très loin de ça aujourd'hui. Donc voilà, là, pour le coup, je m'étais un peu planté, je manquais peut-être un peu d'ambition, mais c'était déjà beaucoup. Alors, ça peut paraître rien du tout pour les gens, hein. On est 3, on peut être 7. Bon, en vrai, quand on était 3, 7, ça me paraissait gigantesque. Donc voilà, mais... je me disais ça à l'époque. Je me disais aussi que ça allait pas être simple de vous faire grandir vous, parce que alors avec toi, je crois que j'ai 3 ans d'écart. Bon, t'étais un bébé, mais moi j'étais un préado, comme dirait ma fille. Et Romain était un peu plus âgé que moi, donc fallait quand même aussi incarner quelque chose. Alors, avec des grosses guillemets, avoir un petit leadership qui fait que les gens ils me suivent. Ils m'écoutent, voilà, que cette communauté, que cette aventure collective se crée. Je pense que à ce moment-là, je me suis dit que j'avais les bonnes personnes, et c'est déjà énorme pour tracter, pour en emmener d'autres justement. Voilà, je me suis dit si Audrey et Romain me suivent et qu'eux commencent à construire. Maintenant, ça sera à eux de faire la même chose avec leurs équipes, et à 3, on peut tracter quand même pas mal de monde. Donc, encore une fois, c'est vraiment l'humain qui fait la différence. Et quand on est 3, je pense que sur un business qui est pas non plus un truc où on peut être 150, c'est déjà une très très bonne base. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose à faire à 3, fais le maximum pour faire les choses intelligemment avec l'un et avec l'autre. Parce qu'il y a un truc sympa à faire. On a bien fait de travailler ensemble depuis tout ce temps. Tu parlais aussi d'humilité tout à l'heure, de valeurs du sport qui sont très chères. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs en fait dans le domaine du sport que tu retrouves et avec lesquelles tu peux faire des parallèles avec notre métier de consultant en recrutement? Oui. Le doute. Alors je suis pas proche de beaucoup de sportifs de haut niveau, mais j'en ai connu pas mal. Alors dans l'athlétisme, ceux que je vais citer, je les ai pas connus, mais moi je suis aussi assez tennis, et donc là on vit avec 3 monstres là en ce moment, Federer, Nadal et Djokovic. C'est des gens qui, malgré une réussite incroyable, parce qu'on parle des 3 plus grands joueurs de l'histoire du tennis quand même, ont toujours su se remettre en question malgré un palmarès qui est juste incroyable.
Pour l'un, changer sa manière de servir, pour l'autre, changer de raquette, pour le troisième, changer sa préparation mentale. Enfin, en fait, toujours ajouter des choses supplémentaires, alors que tu as envie de leur dire, mec, t'as déjà gagné 15 grands chelems, pourquoi tu changes, tu vois. Je pense que dans la vie pro, on pourrait avoir cette réflexion. Fait de l'égal, pourquoi tu doutes, ça marche. Mais si tu doutes pas, à un moment donné, ça va moins bien marcher. Donc la remise en question, le doute, mais le doute constructif, pas le doute j'ai la main qui tremble, voilà. Mais qu'est-ce que je peux améliorer pour que la nouvelle génération me passe pas devant, voilà. Bon, dans le tennis, c'est en train de se faire, mais en fait pas complètement. Et puis ils vont prendre leur retraite, donc ils les verront même peut-être pas passer devant. Voilà, bon, je prends ces 3 exemples-là parce qu'ils me parlent un peu, mais voilà, ça me parle. Les gens qui savent durer. Et chez les entrepreneurs, c'est pareil. Je t'avoue que je suis plus impressionné, ou ça me parle plus en tout cas, les réussites entrepreneuriales de long terme, plutôt que les coûts. Alors c'est super les coûts, mais tu vois, je monte un biz et je le vends 7 ans après. Alors c'est top et ça demande beaucoup de travail et c'est super, mais je sais pas qui je pourrais citer, mais je sais pas moi, un François Pinault qui a commencé dans une entreprise de bois dans le fin fond de la Bretagne. Voilà, je trouve ça ouf. Enfin, pour moi, ça c'est extraordinaire parce que c'est dans la durée. Peu importe le produit en fait, mais ça je trouve ça assez beau. Et est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment avec le recul, là avec ces 14 années dans le domaine du recrutement juridique et fiscal? Est-ce qu'il y a des choses que tu changerais et que tu ferais différemment si tu devais refaire? Alors opérationnellement et dans le positionnement, pas du tout. Pas du tout. Franchement, je pense qu'on a pris le truc par le bon bout. Et d'ailleurs, on a créé de nouvelles activités, on a communiqué différemment, on a fait évoluer des choses. Mais on n'est pas vraiment revenu en arrière sur un positionnement, même sur notre organisation d'équipe. En fait, on a décidé des choses assez rapidement et on s'en est tenu, et je trouve que ça c'est assez positif. Non, les erreurs, encore une fois, je reviens sur l'humain, mais c'est parfois c'est parfois des choix managériaux qui ont peut-être été des erreurs. Il y a eu des périodes où on a perdu des gens en 2016, où voilà, il y a des choses qu'on avait peut-être moins bien faites. Et je pense qu'il y a des choses qu'on a pas mal corrigées, sans doute pas toutes. Mais ça c'est du quotidien. En fait, encore une fois, c'est pas blanc ou noir. Donc, et puis c'est très compliqué d'être un bon manager avec tout le monde. Et là encore, les relais, c'est important. C'est-à-dire que moi, mon discours, peut-être qu'il colle très bien avec les 2 tiers de l'équipe. Peut-être qu'il y a un tiers un petit peu moins bien, mais un petit peu mieux avec toi ou avec d'autres personnes de l'équipe. Donc, encore une fois, plusieurs têtes dans une équipe, c'est quand même très important. Voilà, moi voilà, ce que je te dis sur le sport, il y a des gens dans mon équipe, ils s'en foutent complètement et c'est très bien en fait, j'ai pas de problème. Mais toi, Audrey, qui a d'autres manières d'interagir, t'emmènes d'autres gens avec une autre manière de faire. Et ça, c'est une très bonne complémentarité. Et Romain, dans son genre, était pareil. Et Yasmine et Alem le seront également. Donc, c'est pour ça que le pyramidal complet, c'est-à-dire avec une seule personne à la tête, j'ai jamais tellement cru à ça. Voilà, faut qu'il y ait un patron. Bon, c'est comme ça. Mais le discours d'un patron, forcément, il parle pas à tout le monde de la même manière. Donc les relais, ils sont aussi là pour traduire, temporiser, tamponner, voilà, c'est important. Ouais, on revient au collectif encore, c'est-à-dire que réussir ensemble en étant complémentaire aussi, s'appuyer sur les forces des uns des autres pour réussir ensemble. Oui. Ouais. Et avec des gens différents. Enfin, on n'a pas parlé de ça, mais c'est important. Alors, dire que c'était fait exprès, non, mais en tout cas l'inverse n'était pas cherché non plus, ce qui est déjà pas mal. Il y a des gens qui aiment bien les équipes de clones. Alors moi, pas du tout. Enfin, franchement, ça m'ennuierait. Donc toi, Romain, Yasmine, Alem et les suivants, franchement, on peut difficilement faire plus différent. Je confirme, on est très différents. Et vous êtes très différents de moi aussi. Donc, quand on intègre des gens, c'est plus simple. Voilà, chacun trouve un peu son mentor, et son référent sur certains sujets n'est pas forcément son patron, et c'est pas grave en fait. C'est bien comme ça. Il faut qu'il y ait
qu'il y ait des diagonales dans une équipe. Tout n'est pas en silo. Oui, je vais te demander comment tu gères l'erreur. Alors même s'il n'y a pas eu de gros plantage, parce que on est tous humains et ça arrive à tout le monde que les erreurs soient grosses ou petites. Peut-être les petites erreurs ou les moyennes erreurs que tu as peut-être faites par le passé, comment tu les as gérées et comment tu as pu avancer pour justement comment tu as pu les traiter, les analyser pour pouvoir avancer ensuite. Déjà les erreurs, faut les identifier. Alors quand on monte une boîte et qu'elle plante, là c'est assez visible, donc généralement on le voit assez vite. Mais les petites erreurs dont je parlais, qui étaient plutôt des erreurs du quotidien, des erreurs de l'humain, j'ai envie de dire, les identifier, je reviens toujours à la même chose, mais l'humilité, c'est important. Donc l'humilité, ça veut dire aussi écouter ce que les autres ont à dire. Alors, j'écoute pas toujours, mais je pense que j'écoute quand même un petit peu. Donc je les ai identifiés parce que c'est des retours qu'on m'a fait. Et je pense que je les ai quand même un petit peu écoutés. Après, comment je les ai traités, on les a traités assez collectivement en fait, parce que les erreurs qu'on a pu faire, encore une fois, j'ai rien en tête quand je dis ça, mais c'est encore une fois des erreurs du quotidien. On les a traités un peu collectivement dans l'échange, justement en se rendant compte que qu'il n'y avait pas forcément une solution unique à tout, mais que il fallait parfois être un peu agile, accepter que les choses soient grises et pas forcément blanc ou noir. Accepter que les gens soient différents de nous, ça tu vois, ça peut être, enfin c'est une erreur un peu basique du management, mais au début, quand t'es très ambitieux, que t'es très exigeant comme ça, t'as tendance à vouloir que les autres soient vraiment des doubles. Alors pas dans le caractère, mais dans l'ambition, dans l'investissement. Et franchement, je pense que ça a mis peut-être 5 ou 6 ans avant que je comprenne que ce que je t'ai dit tout à l'heure, chacun a l'ambition qu'il a envie d'avoir, et l'important c'est que toi en tant que patron tu lui fasses comprendre quel investissement il doit mettre pour arriver à cette ambition. Mais l'ambition, elle peut être X, Y, et peu importe, on n'a pas tous la même. Il faut juste qu'il y ait une cohérence. Voilà. Et ça a mis un peu de temps avant que je comprenne ça. Voilà. Tout le monde vise pas 100, tu peux viser 60. L'important, c'est que tu mettes en œuvre les choses pour faire 60. Et ça, c'est pas si simple, parce que quand t'es patron, t'as envie que tout le monde fasse 100, en fait. Mais c'est pas possible. Ce que tu dis, en fait, c'est que toi, ton objectif, c'est d'être numéro 1. Enfin, a priori, l'objectif de chaque entrepreneur, et que même si tu t'entoures de personnes qui veulent pas tous aller à 100, même en s'entourant de personnes qui veulent aller à 60, ça peut marcher parce que chacun apporte sa pierre à l'édifice. Complètement. Ouais, complètement. Complètement. C'est exactement ça. Il faut juste se le dire. Ce qui est pas simple. Alors, ce qui est pas simple, pour le patron de l'accepter, bon, ça a mis un peu de temps pour moi, mais pour le collaborateur de l'accepter aussi. Parce que c'est pas si simple non plus. Alors, on sent, et moi je sais pour le coup, parce que je te connais bien, que t'es quand même quelqu'un de très motivé, et il vaut mieux quand on est patron d'une marque, d'un cabinet. Pour le coup, qu'est-ce qui te motive le plus dans ta vie professionnelle en général, du coup, le matin, qu'est-ce qui te dit, tiens, ça va être sympa aujourd'hui? C'est hyper simple et très sain. Moi, en fait, j'adore mon métier au sens opérationnel du terme. D'ailleurs, je ne fais que ça. Non, mais c'est encore ce qui m'anime. Le métier de chasseur de tête, tout simplement. Je me lève, j'emmène mes filles à l'école, j'ai un rendez-vous derrière, ça m'excite. J'aime bien ça. Sur la route, voilà, je me fais mon petit schéma. Je me fais je construis mes scénarios, ça m'amuse, ça m'amuse d'accompagner les gens, ça m'amuse d'essayer de les comprendre, d'essayer de les challenger, ça m'amuse de les contredire. Quand tu dis les gens, c'est pas forcément tes collaborateurs, c'est aussi les gens avec qui tu travailles, du coup. Ouais, là je parle vraiment de l'opérationnel. Ouais. Après je parlerai de l'équipe, mais sur l'opérationnel, voilà, que ce soit les candidats ou les clients, c'est un métier. On a tendance à penser que le conseil, c'est très vertical. T'as un client, il te dit ce qu'il faut faire, tu fais. Bon, en vrai, si c'était comme ça serait quand même très chiant. Moi, les gens qui je pense, en tout cas la majorité des gens qui travaillent avec moi, je pense qu'ils travaillent plutôt avec moi parce que je suis pas tiède, que je leur dis quand ils se trompent, que je les oriente, que je les conseille, que je les challenge. Parfois que je les engueule, mais vraiment, d'ailleurs, vraiment.
Et je pense que ça, c'est important. Et moi, c'est ça que j'aime. J'aime pas la tiédeur. Je pense que c'est un peu le cancer du conseil, la tiédeur. Donc, il faut prendre parti, voilà, quitte à pas être aimé par tout le monde, quitte à se tromper. Mais c'est ça qui a de la valeur. Sinon, le conseil, voilà, on est face à des gens intelligents, donc ils peuvent réfléchir sans nous. Donc, la valeur que tu apportes, elle est forcément dans un parti pris fort. Voilà. Donc ça m'anime. Et le reste, voilà, ma journée, elle est souvent assez simple. Je reviens de ce premier rendez-vous, je retrouve mon équipe. Là, pendant les 18 mois qui ont passé, je voyais un peu moins de monde, c'était moins chouette. Mais quand j'arrive au bureau, que je vois que les gens discutent entre eux, qui rigolent, qui préparent un Time's Up le midi, je trouve ça sympa. Ouais, vraiment, c'est assez simple en fait. Tu vois, retrouver des gens. Les voir grandir, les voir me poser des questions, s'envoyer des vannes à la gueule. Voilà, c'est une vie d'entreprise que j'aime bien en fait. Et moi, je suis plutôt ours en plus naturellement. Donc, solitaire sera un grand mot, mais je me sens bien seul. Mais dans la vie de l'entreprise, je trouve que c'est sympa d'avoir ces interactions-là. Et bon, on en parle beaucoup en ce moment avec le télétravail, mais c'est quand même ça qui fait que tu as envie de bosser pour partie. Je pense que c'est quand même le sens de la vie professionnelle. Et ce que tu dis sur le métier de consultant en recrutement, là, je me permets d'intervenir, c'est que c'est quand même un métier, pour ceux qui connaissent pas, qui peut paraître très solitaire. C'est-à-dire le consultant qui accompagne son client, qui lui envoie des candidats, qui le conseille, qui lui dit quoi faire et quel candidat prendre. On est là pour ça, mais c'est vrai que je reviens à ce que tu disais aussi tout à l'heure sur le collectif, c'est que on a de la chance aussi chez Fed Legal, c'est que c'est un métier individuel à la base, mais on a rendu collectif pour réussir ensemble en essayant au possible du coup, et je crois qu'on n'a pas trop mal réussi d'être numéro 1 en effet chez Fed Legal, mais aussi de travailler ensemble collectivement pour réussir ensemble et que chacun en fait individuellement réussisse. Exactement. Tu vois, quand on reçoit des jeunes consultants là pour travailler avec nous. D'ailleurs, appel à candidature, si ça vous intéresse, on recrute pour nous. Un jour, toujours métaphore sportive, mais j'ai dit à une candidate qui n'était pas du tout sportive, ça a dû pas du tout lui parler. D'ailleurs, on l'a pas recrutée. Mais je lui ai dit, il y a des sports individuels, il y a des sports collectifs. Donc, à mon sens, ce métier, c'est pas l'athlétisme. Donc, c'est pas un pur sport individuel. C'est pas le football non plus, parce que c'est pas un pur sport collectif. Mais je lui dis, c'est un peu le cyclisme. C'est-à-dire qu'il y a des équipes, il y a des stratégies d'équipe, il y a des tactiques d'équipe, il y a une vie d'équipe, mais il y a personne qui pédale à ta place. Sur ton vélo, t'es quand même tout seul. Donc voilà, je trouvais que le parallèle était sympa. C'est vrai, c'est relatif. Non, mais ce côté émulation, enfin, tu représentais quand toi t'arrives, t'as déjà fait du coup une partie de ta journée, tu nous retrouves, on se retrouve les uns les autres, on est beaucoup en rendez-vous parce que oui, on reprend les rencontres en face à face, qui est juste génial. Et à ce côté émulation aussi, de pouvoir échanger sur chacun nos missions pour le coup, et puis mutualiser les réseaux de chacun, et on revient encore une fois au collectif qui est primordial dans ce métier de conseil et de consultant du coup. Ouais, ce qui peut paraître non mais c'est très vrai ce que tu dis, ce qui peut paraître complètement banal aux gens qui nous écouteront et qui feront pas forcément ce métier. Mais en vrai, on est dans un métier, comme tu dis, traditionnellement quand même assez individualiste. En France, en plus, assez peu processé, assez peu collectif. Donc, il y a une tradition un peu de cabinet comme ça, très unipersonnel, très pyramidal, qui fonctionne d'ailleurs très bien. Mais c'est vrai que c'est pas l'ADN de ce métier en France. En tout cas, ça l'était pas quand on est arrivé en 2010. On n'était pas les seuls, mais je pense qu'on a, dans la forme aussi, apporté quelque chose. Et je pense que les clients, ils le voient, mine de rien. Pas tous, il y en a qui s'en foutent un peu, ils bossent avec un consultant et ça leur va très bien. Mais voilà, quand on fait des événements, quand on reçoit les gens, on a quand même eu souvent des remarques par rapport à ça. Justement, à cette capacité à se faire des passes, à cette capacité à créer un collectif, à incarner une marque, une identité. Je pense que c'est pas le cas d'énormément de cabinets de recrutement finalement. Et encore une fois sur la notion de collectif, voilà, quelles sont les personnes qui t'ont accompagné à devenir l'entrepreneur que tu es, si tant est en effet que tu te considères qu'entrepreneur ou en tout cas entreprenant dans ton domaine. Quelles ont été les personnes qui t'ont accompagné, qui t'ont poussé au départ,
Non, ce que je disais tout à l'heure, Julien et Alexandre, clairement, c'est la confiance qu'ils m'ont témoigné au départ, qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc ça a été quand même assez fondamental. Et puis le reste, c'est l'équipe en fait. C'est-à-dire que on a beau avoir un statut, une fonction de patron, de directeur, d'associé ou de je sais pas quoi. En fait, c'est aussi le regard des autres qui fait qu'on se sent à sa place. Et c'est aussi par l'apprentissage des autres qu'on évolue, qu'on grandit, qu'on prend du leadership, etc., etc. Donc en fait, voilà, Julien, Alexandre, et puis tous les gens que j'ai croisés, qu'ils soient là ou plus là, j'espère leur avoir apporté des choses, mais je pense qu'ils m'ont apporté au moins autant. Donc c'est ça en fait mes apports. Et tes sources d'inspiration, est-ce que t'en as ? Oui, non, mais le sport, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, les carrières longues, les gens qui sont capables de faire 2-3 Olympiades, les tennismen qu'on a cités tout à l'heure. Voilà, moi ça me parle beaucoup. En ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc là aussi, il y a des vies inspirantes. Voilà, sans citer des gens en particulier, mais il y a beaucoup de gens inspirants. Ce que je trouve un peu dommage parfois en France, c'est qu'il y a un espèce de déclinisme ambiant comme ça qui est un peu fatigant, alors qu'en fait il y a énormément de choses. C'est un pays qui a énormément changé, notamment sur l'aspect entrepreneurial. Il y a des boîtes canons qui se créent, il y a des idées géniales. Enfin, nous-mêmes en tant que prestataires, voilà, on a parfois des appels entrants de clients, de nouveaux clients qui sont dans des business qu'on connaissait pas. Enfin, je trouve que c'est un peu dommage de réduire l'ambiance du moment à ce déclinisme ambiant, parce que je trouve que en fait il se passe plein de choses, et moi ça me donne envie d'être plutôt assez positif. J'ai pas l'impression que ça soit le cas de tout le monde malheureusement, mais voilà, en fait il y a plein d'inspirations. Faut juste écouter les bons canaux. Voilà. C'est vrai que si t'écoutes la radio toute la journée, un peu mainstream, le soir t'es un peu déprimé. Donc faut aller vers d'autres médias, d'autres rencontres, d'autres générations aussi, parce que peut-être que le déclinisme c'est un truc un peu générationnel aussi. C'était mieux avant. Voilà, moi ça me saoule un peu ça. J'espère que je serai jamais comme ça. On verra dans 20 ans, mais voilà. Et pour le coup, je pense que chez Fed on n'est pas comme ça. Parce qu'il y a des associés qui sont un petit peu plus vieux que moi, faut pas le dire trop fort, mais quand même, je crois que je suis le plus jeune. Mais les plus vieux sont pas comme ça non plus. Alors il y a des résistances, il y a des choses, mais globalement, il y a aussi une remise en question, il y a aussi une communication positive, et je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Voilà, encore une fois, face à une ambiance parfois un peu morose, je trouve. C'est vrai que la notion d'enthousiasme, elle est forcément importante, notamment quand tu es entrepreneur. C'est clair que si tu dis à tes collaborateurs, venez, ça va pas marcher ensemble, c'est beaucoup moins impactant. Et je pense qu'il faut s'entourer des gens comme ça. On est la moyenne des gens qu'on rencontre. Hein. Je crois que c'est Mathieu Stéphanie, qui est un autre podcasteur, qui dit ça. C'est une phrase de je ne sais plus qui, mais je crois pas mal à ça. Donc c'est sûr que si tu rencontres que des gens qui tirent la gueule toute la journée, au bout d'un moment ça te marque un peu quand même. Donc voilà, faut aller vers le positif. Je pense que c'est très important. Et là on a beaucoup parlé de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe aussi maintenant, et quels sont tes projets, tes ambitions pour la suite pour Fed Legal ? Continuer à m'amuser, continuer à prendre du plaisir, passer cette période qui a quand même pas été si simple. Alors, je parle pas d'un plan sur un plan business, parce qu'on l'a passé plutôt très bien, mais humainement, je pense que ça laisse quand même un peu de traces. Donc là, je me projette dans un avenir qui est pas très lointain. C'est pas tout à fait ta question, mais l'avenir court terme, on va dire, c'est vraiment ne pas perdre ce qui a fait notre réussite. Et ça, c'est quand même très important pour moi. Et pour la suite, il y a l'international, parce que c'est un peu la logique, du groupe, et bon, la logique de tout entrepreneur a priori. Donc ça se construit. On a de la chance, on est sur des métiers qui sont quand même très porteurs. Voilà, quelqu'un qui est juriste aujourd'hui, qui est fiscaliste, qui est avocat, qui est notaire, il est plutôt dans une industrie en forte croissance.
dans tous les domaines, nouveaux métiers, internalisation de plein de sujets en entreprise, et malgré tout des avocats qui continuent à faire du business et à croître aussi. Donc voilà, ça, faut se rendre compte qu'on a quand même pas mal de chance. C'est pas le cas forcément de tous les métiers. Donc il faut être alerte, faut être agile, faut aller vers les nouveaux marchés, ce qu'on a fait chez les notaires, ce qu'on a fait chez les juristes de la tech, et ce qu'on fera dans plein d'autres choses demain, la RSE, le risk management, enfin voilà, il y a plein de sujets. Donc moi, mon ambition, c'est de pas rater les wagons et d'avoir les bonnes personnes dans mon équipe pour les prendre. Le message est passé du coup. Et justement, tu parlais de la période qui vient de se passer, qu'on a tous connue et qu'on connaît encore justement, quand on est patron de cabinet, manager d'une équipe, donc pas forcément l'entrepreneur qui a créé sa structure, mais en tout cas quelqu'un qui est patron, voilà, d'un cabinet ou d'une structure au sein même d'un groupe. Comment est-ce que toi t'as vécu cette période-là en tant que manager, directeur, et comment t'as réussi à motiver tes équipes, justement? Comment on reste optimiste et enthousiaste dans cet environnement-là? Alors, pas facile de répondre à cette question parce que faudrait vous la poser à vous. Bon, en fait, on se l'est déjà un peu posé, hein. En vrai, je dis ça un peu pour la joke, mais j'ai l'impression, encore une fois, je parle sous ton contrôle, que j'ai quand même été relativement positif. Alors si je me souviens bien, on se parlait un peu tous ensemble le vendredi, puis un peu plus en binôme avec certains d'autres jours, mais en tout cas le vendredi, on avait cette réunion un peu commune. Voilà, la transparence sur les décisions, enfin la décision du groupe, sur le marché, sur comment je voyais l'avenir, quel serait voilà, le momentum de la reprise, et les choses qui allaient se passer, quelles décisions on prenait par rapport à nos concurrents. Enfin, je pense que j'ai été très transparent, positif, je crois, et pas en mentant, hein. J'avais vraiment, pour le coup, j'étais quand même assez optimiste sur la suite. Je parle d'un point de vue business, hein, je suis pas épidémiologiste, hein, mais et donc je pense que ça s'est perçu à mon avis. Je pense pas qu'on ait senti que je partais complètement en vrille. Non, mais je dis ça en plus, et je peux comprendre, hein, qu'on parte complètement en vrille, mais voilà, je suis quelqu'un de quand même assez stable. Donc ça, je pense que ça a pu un peu rassurer. On a fait des choix assez forts dans le groupe. Alors des choix, là pour le coup, l'entrepreneur c'est pas moi, c'est Alexandre, hein, mais il a fait des choix auxquels on a concouru, et je trouve que c'est super. Dans notre équipe, voilà, on a fait ce qu'il fallait avec les juniors, en essayant de les rassurer, en essayant de les garder déjà. Donc voilà, la transparence et le discours, justement, pour en revenir à ce qu'on dit tout à l'heure, positif et qui projette un peu dans l'avenir plutôt que de se lamenter sur le taux de je ne sais pas quoi et sur les résultats des épidémiologistes et de tout ça. Donc prendre soin de son équipe, la projeter pour toujours continuer ensemble. Est-ce que tu as une citation que tu aimerais partager avec nous? Alors d'une personne qui a eu plein de belles punchlines, même si on ne devait pas dire ça à l'époque. Churchill en l'occurrence, qui disait un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit une opportunité dans chaque difficulté. Voilà, c'est une phrase qui me parle pas mal, parce que ça parle d'état d'esprit en fait. Voilà, c'est un peu le truc du verre à moitié plein, du verre à moitié vide. Je pense que c'est une phrase qui doit parler à pas mal d'entrepreneurs. Elle est pas très originale, elle est très connue, mais je trouve qu'elle est assez parlante. Ok. Et puis quand tu avais cité aussi, quand on a préparé le podcast, le Harvey Specter aussi, parce qu'en fait... je voulais faire l'impasse sur cette phrase, tu l'as quand même... Ouais. C'est bien. Je l'ai mis parce qu'on aime beaucoup Harvey Specter, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un personnage dans la série Suits qui se passe dans un cabinet d'avocats américain. Je vous rassure, on regarde pas que des séries avec des avocats, parce qu'on travaille avec des avocats et des juristes, mais on a quelques comme ça citations qui sont affichées sur nos murs, et même la photo d'Harvey Specter, pour tout vous dire. On l'aime bien. Et pour nos auditeurs, c'est Audrey qui nous a obligés à prendre la photo d'Harvey Specter. J'assume totalement, oui. Oui, effectivement, la petite phrase, oui, la seule fois où le succès arrive avant le travail, c'est dans le dictionnaire. Bon, elle est rigolote et sympathique, et elle est très vraie. Donc, je crois qu'on l'a effectivement affiché
près de nos bureaux. Rien à dire de plus, elle est très parlante et pour moi, elle est fondamentale. Et il y en a une autre aussi, alors je vais pas la citer exactement parce que je m'en souviens plus précisément, mais il y en a une aussi qui parle de savoir se comporter comme un patron aussi, et même quand on est salarié. Et justement, ça rejoint le sujet qu'on avait un petit peu précédemment, c'est-à-dire qu'on peut être entrepreneurial, on peut avoir l'état d'esprit d'un entrepreneur, même en état salarié. Est-ce que tu as un conseil ou quelque chose à dire justement à ces personnes qui se disent moi je suis salarié dans un grand groupe et de toute façon c'est pas mon état d'esprit et c'est pas la façon dont je fonctionne. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire à ces personnes-là justement? Oui, alors parfois tu es pas au bon endroit. Donc il faut déjà être au bon endroit pour s'exprimer et ça c'est très important. Au bon endroit, ça veut dire au bon endroit avec les bonnes personnes, avec un environnement qui permet l'expression et la liberté. En tout cas, si tu es un entrepreneur dans l'âme ou un entrepreneur dans l'âme. Donc, bien choisir son environnement, je pense que ça serait mon premier conseil. Et bien choisir son environnement, parfois c'est pas l'environnement qui paye le plus, parfois c'est pas l'environnement le plus proche de sa maison, parfois. Enfin bref, il y a des contraintes à ça. Mais pour moi, ça n'a pas de prix d'être avec les gens qui te permettent de t'exprimer. Voilà. Moi, j'ai eu de la chance, ça m'est arrivé, et je pense que ça, c'est quand même la base. Après, une fois qu'on a l'environnement, après, c'est facile, faut bosser, mais faut oser, faut. Alors là, je fais un transfert un peu sur mon métier parce que oser rencontrer des gens. Réfléchir un peu out of the box, sortir des sentiers battus. Faut aussi prendre son risque dans son expression individuelle, c'est-à-dire moi je suis pas spécialement quelqu'un de très politique. Et puis ceux qui le sont c'est très bien, mais faut pas hésiter à prendre position. Encore une fois, la tiédeur, je suis pas complètement sûr que ça soit très bénéfique à long terme. Déjà, c'est pas, à mon sens, pas forcément très drôle. Je pense qu'il faut prendre des positions. Voilà, moi, ça serait ça mon conseil, tout simplement. Et est-ce que tu aurais un dernier mot pour nos auditeurs? Entreprenez. Merci Yann, merci d'avoir été l'invité du podcast Entrepreneurs du droit, d'avoir partagé ton expérience, ta vision de l'entrepreneuriat. Et chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de l'EDD. Merci Audrey. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. À très bientôt pour un prochain épisode de l'Entrepreneur du droit by Fed Legal.